Un claquement sonore et une paroi blanche a dévalé la pente. Ils avaient moins de 3 secondes. Constantin, 20 ans, le moins expérimenté du groupe, a été le seul à avoir le temps de réagir. Et c'est lui qui, ensuite, a déterré les autres à main nue. Cette tragédie s'est produite en 2021 sur le mont Munku Sardik. Mais pour comprendre comment tout cela est arrivé, il faut commencer de loin. Mai 2021. Les longs jours fériés sont le moment idéal pour s'évader en montagne après l'hiver. Certes, 4 jours de congé ne suffisent pas pour une expédition sérieuse, alors les touristes choisissent des itinéraires plus courts. Le Munku Sardik est parfait pour cela. Une journée de route pour l'aller, une journée pour l'ascension et une autre journée pour la préparation ou l'ascension d'un sommet voisin. Quelques mots sur la montagne elle-même. Le Munku Sardik est le point culminant des monts Saillants, à 3491 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le nom se traduit par « le chauve éternel », le sommet est couvert de glace et de neige toute l'année. Le vent n'y cesse presque jamais. Il s'arrache de la crête et emporte avec lui une poussière de glace qui cingle le visage même à travers une cagoule. Pour les Bouriates, c'est un lieu sacré. Autrefois, on ne pouvait pas y monter simplement. Des rites spéciaux et la permission des esprits étaient nécessaires. Les femmes n'avaient même pas le droit de s'approcher de la montagne. On croyait que les esprits ne toléraient pas les étrangers et que la montagne décidait elle-même qui laissait passer. Aujourd'hui, tout est plus simple. Des itinéraires sont tracés, aucun rituel n'est requis. Mais les habitants locaux disent encore que la montagne se souvient. Des sentiers de difficulté variable mènent au sommet. 1B, 2A, 2B. On trouve aussi des options plus sérieuses pour les alpinistes chevronnés. En tourisme sportif, la première catégorie est considérée comme la plus facile, la 6e comme la plus difficile. Ainsi, la plupart des itinéraires du Munku Sardik sont techniquement peu complexes et accessibles à presque toute personne ayant une petite expérience de la montagne. C'est du moins ce qui est écrit dans les guides. En pratique, tout dépend de la saison. Le sentier d'été et la pente printanière sont 2 mondes différents. Le point de départ est le pont sur la rivière Beli-Irkout. C'est là que les touristes laissent leur voiture, puis continuent à pied ou en quad moyennant un supplément. En mai, la rivière est encore prise par les glaces, mais elles ne sont plus fiables. Par endroits, elles s'affaissent sous les pieds et craquent. On marche en écoutant. Chaque son sous la semelle semble être un avertissement. La plupart s'arrêtent pour la nuit à Strelka, là où la rivière de montagne Mougouvek se jette dans le Beli-Irkout. Il y a environ 5 km du pont à cet endroit, à travers une gorge pittoresque. Les parois de la gorge se resserrent, le soleil y pénètre à peine et le froid y est différent, humide, glacial jusqu'à la moelle. À Strelka, dans la zone boisée, des tentes avec des poêles sont installées pour 700 roubles par personne et par nuit. On peut aussi monter sa propre tente. Le poêle bourdonne toute la nuit, dégageant une odeur de fumée de bouleau et de toile de bâche humide. Une infrastructure minimale existe. Des milliers de personnes passent par ici chaque saison, surtout pendant les vacances de mai. Mais il y a une nuance importante que beaucoup négligent. Un itinéraire de première ou deuxième catégorie en été et le même itinéraire au printemps sont 2 choses totalement différentes. Au printemps s'ajoute la fonte des neiges, le risque d'avalanche et l'instabilité générale des pentes. La neige fond au soleil pendant la journée et le soir, une croûte se forme. Sous cette croûte se trouve une neige meuble et instable qui peut glisser à tout moment. La randonnée devient considérablement plus difficile. Et tous n'en tiennent pas compte. Ils regardent la catégorie, lisent les comptes rendus et pensent que tout est sous contrôle. Passons maintenant à l'histoire elle-même. Début mai, un groupe du club de tourisme Firn de Zelenograd s'engage sur un itinéraire de 2e catégorie de difficulté. Il s'était préparé à l'avance. L'expédition avait été annoncée dès le 16 avril et l'itinéraire enregistré auprès des secouristes. Tout était en règle. Les sacs à dos étaient faits, l'équipement vérifié, chacun connaissait son rôle dans la cordée. Le groupe est composé de 5 personnes. Le plus âgé est Vladimir Marchin, le directeur du club, et le touriste le plus expérimenté de l'équipe. Il a 50 ans. Il a à son actif des dizaines d'itinéraires. L'Elbrus, des ascensions hivernales par des températures inférieures à moins 30 degrés. Il fait partie de ceux qui ont l'habitude de faire confiance à leur instinct et à leurs mains.
Cependant, son fils Vitali a été officiellement désigné comme chef d'expédition. 19 ans, jeune, mais déjà doté d'une solide expérience. Son père voulait lui transmettre la responsabilité, lui faire sentir ce que c'est que de mener un groupe. Avec eux se trouvaient Alexei Ivanov et Ilya Tibeikin, des collègues de Vladimir de l'usine électrochimique. Pour eux non plus, ce n'était pas la première sortie. Des hommes habitués au travail manuel, à la discipline et au fait qu'en situation critique, il faut agir et non réfléchir. Vladimir et son fils Marchin étaient déjà allés au Munkou Sardik et avaient obtenu pour cela le 2e grade sportif. En hiver, Vladimir, Vitali et Alexei avaient parcouru ensemble un itinéraire de 2e catégorie dans la région de la chaîne de Toumka, dans des conditions de froid anormales et de vent violent. La température était si basse que le métal des mousquetons brûlait les doigts même à travers les gants. Le vent frappait le visage avec une telle force qu'il fallait avancer penché en avant, presque à l'aveugle. Voici ce que Vladimir écrivait à ce sujet dans son rapport. Les légères engelures sur les parties exposées du visage n'ont en rien gâché la jouissance des vues imprenables. Une excellente humeur et un moral d'acier ont accompagné l'équipe tout au long du parcours. Il avait ce don, transformer une épreuve en aventure. Voir la beauté là où les autres ne voyaient que de la souffrance. Le seul novice relatif était Konstantin Volkov, 20 ans, quelques randonnées à son actif, mais rien de comparable à l'expérience de ses aînés. Il les regardait avec admiration et leur faisait entièrement confiance. Quand on marche avec des gens qui ont gravi l'Elbrus, qui ont fait des itinéraires hivernaux par un froid anormal, on a l'impression que rien ne peut leur arriver. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont tout prévu. À peu près à la même époque, Andrei Zakhalkin a franchi ce même col pour la première fois. Voici ces mots sur l'état de la montagne. L'itinéraire n'est pas difficile. Des femmes et des personnes âgées y montent. Il y a toujours beaucoup de monde là-bas, des milliers de personnes. Le temps est changeant. Un vent violent peut souffler pendant une demi-journée, puis le soleil apparaît. C'est imprévisible. Mais au sommet, le vent est toujours fort. La montagne semble respirer et son souffle vous renverse. Le 2 mai 2021, le groupe prend le départ. Le matin était clair mais froid. La neige crissait sous les pieds. Ce son particulier qu'on entend lorsque la température avoisine les 0 degrés ou un peu moins. Ils marchaient dans la gorge, longeant des cascades gelées, des affleurements rocheux couverts de givre. Le poids des sacs à dos pesait familièrement sur leurs épaules. Les bâtons de randonnée s'enfonçaient rythmiquement dans la neige. Devant eux, une pente qu'ils connaissaient déjà, un itinéraire familier, une montagne familière. Le soir, ils sont arrivés au pied du col Gorolov, 10 heures à faire la trace dans la neige profonde. Les jambes étaient lourdes. Le sang pulsait dans leurs tempes. Leur respiration s'était depuis longtemps transformée en un rythme rauque. La neige fraîche s'enfonçait sous leur poids. Chaque pas demandait un effort. Sortir la jambe, la déplacer, s'enfoncer à nouveau. Cela n'épuise pas seulement le corps. La tête aussi se fatigue. L'attention se disperse. On ne pense plus qu'à une seule chose. Arriver, monter le camp, enlever son sac, se réchauffer. Il était environ 6h30 du soir. Le soleil se couchait déjà, les ombres sur la neige s'allongeaient et devenaient bleues. La température commençait à chuter. Ils se trouvaient à environ 300 mètres de leur objectif intermédiaire. Le 3 mai, les secouristes reçoivent un message. Une avalanche a eu lieu au col Gorolov. Un groupe enregistré de 5 personnes se trouvait dans la région. L'interlocuteur parlait de manière confuse. Sa voix se brisait. La liaison est mauvaise en montagne. Les mots disparaissaient puis revenaient par bribes. Il a expliqué qu'il avait réussi à s'extraire seul et à déterrer 2 de ses camarades. L'un d'eux, le chef du groupe, était déjà mort. On ignorait alors où se trouvaient les 2 autres et ce qu'il en était. La nuit. Le froid. Quelque part sous la neige, des gens étaient peut-être encore en vie. Ou peut-être pas. En raison du mauvais temps et de l'obscurité grandissante, les secouristes ne se sont envolés sur les lieux que le lendemain matin.
Chercher dans les montagnes la nuit est inutile et dangereux. Un faux pas et les secouristes eux-mêmes pourraient se retrouver sous une avalanche. Le matin, l'hélicoptère s'est élevé dans le ciel gris et s'est dirigé vers le col. Là, ils ont découvert les corps de 2 autres victimes, à 10 mètres du premier corps retrouvé. Père et fils, à 10 mètres l'un de l'autre. Bilan, sur les 5, 3 n'ont pas survécu. Que s'est-il passé sur la pente ? Le touriste Grigori Gavrilov, qui se trouvait ce jour-là au camp de base et prévoyait également l'ascension, décrit la scène ainsi. Son groupe était au bord du lac et a entendu l'avalanche se déclencher. D'abord un bruit sourd, comme si quelque chose d'énorme avait éclaté à l'intérieur de la montagne, puis un grondement croissant. Au camp, même les tables tremblaient, la vibration se propageait à travers le sol, les pierres, à travers tout. Le plus probable est que le glissement a été provoqué par un tremblement de terre, une micro-secousse que personne n'a remarquée, mais que la montagne a sentie. Grigori lui-même n'est pas monté au sommet ce jour-là. Il avait un mauvais pressentiment. Il ne pouvait pas l'expliquer, il sentait simplement qu'il ne fallait pas. Selon lui, la montagne n'est en réalité pas simple, bien qu'elle soit présentée comme très accessible. Il y fait très froid, il faut des vêtements d'alpinisme professionnels et un équipement anti-avalanche. Mais la plupart n'ont qu'un casque, un piolet et des crampons. Les gens viennent comme pour une promenade. Ils regardent les statistiques, des milliers de personnes passent et pensent que c'est facile. Les statistiques ne parlent pas de ceux qui n'ont pas eu de chance. Par une ironie du sort, le moins touché fut le participant le plus inexpérimenté, Konstantin Volkov, 20 ans. L'avalanche ne l'a que frôlé. La masse de neige est passée à côté, l'a poussé, l'a fait tomber, mais ne l'a pas entièrement recouvert. Il s'est rapidement dégagé, crachant la neige, sans comprendre immédiatement ce qui s'était passé. Ses oreilles bourdonnaient. Le monde autour de lui avait changé en quelques secondes. Là où il y avait des gens un instant auparavant, il n'y avait plus qu'un chaos blanc. Voici ce qu'il a raconté plus tard. Nous avons entendu un claquement sonore et vu une masse de neige foncer sur nous. C'était terrifiant. La peur n'est pas tout à fait le bon mot. C'est autre chose. Quand on comprend qu'il n'y a nulle part où fuir, que l'on va être enseveli, le temps s'étire. Chaque seconde devient longue et visqueuse. On voit tout, la neige qui dévale, la poussière blanche qu'elle soulève, le camarade à côté qui essaie de se retourner et n'en a pas le temps. Mais Konstantin n'a pas paniqué. Quelque chose en lui s'est déclenché. Peut-être l'instinct, peut-être cette folie de jeunesse qui sauve parfois des vies. Il s'est immédiatement précipité pour déterrer ses camarades, à main nue, car il n'y avait pas de pelle. La neige s'infiltrait sous ses ongles, ses doigts se sont engourdis presque instantanément, mais il a continué à creuser. Méthodiquement, rapidement, sans penser à rien d'autre qu'à une chose. Là-dessous, il y a quelqu'un. Et il a réussi. Il a sorti Ilya Tibeikin. Il était vivant. Il s'est mis à tousser, à respirer, a ouvert les yeux. Ensemble, ils ont trouvé Vladimir Marchin sous l'épaisse couche de neige, mais il ne respirait plus. Son visage était calme, presque serein. La neige avait obstrué sa bouche et son nez. Il s'était étouffé dans les premières minutes. Ils n'ont pas pu retrouver les autres. La couche de neige était trop profonde. Ils ont creusé jusqu'à épuisement. Puis ils ont compris. Sans pelle, sans sonde, c'était inutile. Voici comment Ilya Tibeikin se souvient de ce moment. Tout s'est passé à environ 300 mètres de notre objectif intermédiaire, vers 6h30 du soir. Il a entendu le claquement caractéristique, le son d'une plaque de neige se détachant de la pente. Ce son, il s'en souviendra toute sa vie. Sec, net, comme si quelqu'un avait applaudi juste à côté de son oreille. Et il a tout de suite compris. Impossible de s'enfuir. L'avalanche est plus rapide que l'homme. Toujours plus rapide. Il a juste eu le temps de se recroqueviller, de serrer ses bras contre sa poitrine, de se plier en deux. Il a senti un choc, lourd sur tout son corps. Pendant quelques secondes, il a été projeté dans la masse de neige comme dans une machine à laver. Il ne savait plus où était le haut, où était le bas. Puis tout s'est arrêté. L'obscurité, une pression de toutes parts. La neige était dense, compactée, impossible de bouger. La respiration était difficile, peu d'air, et le silence absolu,
qu'on ne trouve que sous la neige. Toute la nuit, jusqu'au matin, les survivants sont restés près du corps de leurs camarades décédés, enveloppés dans leurs sacs de couchage. Une nuit en montagne à cette altitude, c'est un froid particulier. Il pénètre partout, dans le sac de couchage, dans les vêtements, dans les os. Les dents claquent si fort que les mâchoires se contractent. On ne peut pas dormir, et on ne peut pas ne pas dormir. Le corps s'éteint par intermittence, pour quelques minutes, puis on se réveille à nouveau, à cause du froid et de la conscience qu'un mort gît à côté, que quelque part sous la neige, il y en a deux autres, qu'on ne peut rien faire. Juste attendre l'aube. Le matin du 4 mai, ils ont été évacués par hélicoptère à Irkoutsk et confiés aux médecins. Tous deux étaient en état de choc. Des gelures aux mains, au visage. Ilya ne parlait presque pas. Il fixait un point dans le vide. Constantine tenait mieux le coup, mais ses mains tremblaient. Le corps n'avait pas encore compris que tout était fini. L'opération de recherche et de sauvetage a été coordonnée par un secouriste expérimenté. Il raconte : « Nous sommes partis de nuit, dès que le message sur l'avalanche est arrivé. L'obscurité, les lampes frontales découpant le voile de neige, la croûte de glace craquant sous nos pieds. Mais en chemin, nous avons évalué la situation. Le risque de nouvelles coulées était trop élevé. La neige sur les pentes est instable. Le moindre bruit peut provoquer une nouvelle avalanche. Nous avons décidé de faire demi-tour et d'attendre l'aube. Une décision difficile. Là-haut, quelqu'un était peut-être encore en vie. Mais si les secouristes mouraient, il ne sauverait personne. Vers 1h du matin, nous sommes redescendus au camp de base, et à 4h30, nous sommes repartis. Les secouristes fédéraux sont partis en hélicoptère. Il a demandé à être déposé avec eux. On lui a refusé. Il a fallu marcher 6 heures à travers des zones à risque d'avalanche. Chaque pente est comme une roulette russe. On avance en se demandant « ça va tenir ou pas ?» La neige s'affaisse sous les pieds, émet à son sourd, et on se fige une seconde. On écoute. Puis on continue. Quand ils sont arrivés, les survivants avaient déjà été évacués, et les corps des victimes n'avaient pas encore été trouvés. La recherche n'a pris littéralement que 2 minutes. 2 corps gisaient à 10 mètres du premier retrouvé. Vladimir Marchine. Père et fils. Vitali et Alexei. Ils ont été ensevelis presque simultanément. Ils n'ont rien eu le temps de faire, ni jeter leur sac, ni essayer de nager. L'avalanche était trop rapide. Sur le lieu de la coulée, on voyait que le manteau neigeux avait glissé comme sur un toboggan de glace. Un couloir lisse, et en bas, un amoncellement de blocs de neige. Les touristes expérimentés le savent, on ne traverse pas les zones à risque d'avalanche le soir. On le fait tôt le matin, quand la neige a regelé pendant la nuit et tient mieux. Après une chute de neige, les alpinistes ne sortent généralement pas en montagne pendant 24 heures. La neige doit se tasser, se compacter. Sinon, c'est la loterie. Selon toute vraisemblance, le groupe, en marchant sur la neige fraîche, a lui-même coupé la couche de neige qui a glissé. Ils sont devenus le déclencheur. Ils avançaient, faisant la trace, chaque pas rompant un équilibre fragile. Et puis l'équilibre a cédé. Alexandre Klepikov, maître des sports en alpinisme, explique la mécanique de l'événement. Lorsque de la neige fraîche qui n'a pas eu le temps de se compacter se dépose sur de la vieille neige, une couche glissante se forme entre les deux. La vieille neige est dense, la nouvelle est meuble. Elles n'adhèrent pas l'une à l'autre. Et si en plus le vent transporte de la neige fraîche sur la pente, la couche s'épaissit, le risque de couler augmente de manière exponentielle. 1 semaine avant la tragédie, une situation extrêmement dangereuse s'était installée dans les saillants. Beaucoup de précipitations, un vent fort. Des conditions idéales pour une avalanche. Klepikov lui-même était là pour un stage d'alpinisme et a écourté l'événement de 3 jours à cause de la météo. Il regardait les pentes et voyait « c'est une bombe à retardement ». Selon lui, le chef de groupe a un peu sous-estimé la situation. Ils sont partis du pont et ont marché pendant 10 heures dans la neige profonde pour arriver au pied du col. Ils s'y trouvaient à 6h30 du soir, fatigués, épuisés, avec une seule idée en tête, arriver.
S'il s'était arrêté un peu plus tôt, avait passé la nuit et était reparti le matin sur la neige regelée, peut-être que la tragédie aurait pu être évitée. Peut-être. En montagne, il n'y a jamais de garantie. Les spécialistes sont convaincus. Le plus souvent, les victimes de la montagne sont soit des touristes totalement inexpérimentés, soit, au contraire, des personnes trop expérimentées qui surestiment leurs forces. Les débutants meurent par ignorance, les experts par excès de confiance. Les deux sont des pièges. Lors de l'opération de recherche, les secouristes ont remarqué un détail important. Les sacs à dos des victimes étaient solidement attachés, les dragons des bâtons de randonnée serrés au poignet. Cela ne signifie qu'une chose. Ils ne s'attendaient pas à une avalanche. Ils ne s'y préparaient pas. Ils suivaient un itinéraire que des milliers de personnes avaient parcouru avant eux. Lors de la traversée de zones à risque d'avalanche, il est recommandé de détacher la sangle de poitrine et la ceinture du sac à dos et de retirer les dragons des bâtons. La logique est simple, si on est pris dans une avalanche, on peut rapidement se débarrasser de son équipement et essayer de nager hors de la masse de neige. On utilise ses bras comme un nageur, en essayant de rester à la surface. Les chances de survie augmentent considérablement. Mais pour cela, il faut penser à l'avalanche à l'avance. Et il n'y pensait pas. Habituellement, dans ce genre d'analyse, il est coutume de pointer les erreurs spécifiques des participants ou du chef de groupe. Mais ici, tout n'est pas si simple. À première vue, tout avait été fait correctement. Un groupe expérimenté, un chef compétent, un enregistrement auprès des secouristes, un équipement vérifié. Ce n'étaient pas des débutants téméraires, ils savaient ce qu'ils faisaient. Et pourtant... Il semble que la cause soit une convergence tragique de circonstances. Un tremblement de terre que personne n'a senti. De la neige fraîche qui s'est déposée de la mauvaise manière. L'heure de la journée où la pente commençait déjà à se relâcher. Tout a convergé en un seul point et ce point s'est avéré mortel. Cela arrive aussi. La montagne ne pardonne pas, mais elle ne prévient pas toujours non plus. Et pourtant, une chose mérite d'être soulignée. Les touristes expérimentés sous-estiment souvent les montagnes de basse altitude. La logique est à peu près la suivante. Puisque j'ai fait des sommets de 5000 mètres, puisque j'ai été sur l'Elbrouz, puisque j'ai survécu à des itinéraires hivernaux, alors ici je peux me détendre un peu. La catégorie est basse, l'itinéraire est parcouru par des grands-mères ou presque. C'est un piège, dangereux, car invisible. Le Munku Sardik n'est pas l'Everest, mais il tue. Et il a tué. Dans toutes les montagnes où il y a de la neige, surtout en intersaison, il faut emporter du matériel de sécurité en avalanche. Au minimum, des pelles à neige ou au moins des rubans d'avalanche. Les rubans ne pèsent presque rien. C'est juste une bande de tissu de couleur vive qui se déroule derrière vous et reste à la surface si vous êtes enseveli. On vous retrouvera grâce à elle. Un détecteur de victimes d'avalanche, DVA, est encore mieux. Il émet un signal et les secouristes le suivent. Tout cela peut sauver une vie. Les corps ont été retrouvés rapidement, ce qui signifie qu'il y avait une chance de déterrer tout le monde à temps si l'équipement adéquat avait été là. 2 minutes pour la recherche. S'ils avaient eu des DVA et des pelles, peut-être qu'ils auraient eu le temps. Peut-être pas, mais il y aurait eu une chance. Et même si l'on n'a rien de tout cela, les zones à risque d'avalanche se traversent avec une grande distance entre les participants. Pas en cordée, pas les uns derrière les autres, mais avec un écart de plusieurs dizaines de mètres. Il y a alors une probabilité que l'avalanche ne recouvre pas tout le monde et que ceux qui restent puissent rapidement déterrer leurs camarades. Constantine a survécu précisément pour cette raison. Il marchait un peu à l'écart, l'avalanche ne l'a que frôlé, et il a déterré Ilya. Un seul homme, une seule paire de mains et une vie sauvée. Il faut mentionner spécifiquement les actions de Konstantin Volkov. 20 ans. Le plus inexpérimenté du groupe. Sa première randonnée sérieuse. Et il n'a pas paniqué. Il n'a pas dévalé la pente pour se sauver. Il ne s'est pas assis dans la neige en se prenant la tête dans les mains. Il a immédiatement commencé à creuser, à main nue, en état de choc, sans bien comprendre ce qui se passait, mais il a creusé. Et il a sauvé la vie d'un homme. Tout le monde n'en est pas capable. Même les alpinistes chevronnés perdent parfois leurs moyens en situation critique. Mais pas lui. C'est peut-être cela qui distingue certaines personnes des autres. Pas l'expérience,
pas la préparation, mais quelque chose à l'intérieur qui s'active quand tout part en vrille. Alexeï Ivanov, Vitali et Vladimir Marchine, père et fils, sont morts. Ils avaient 50 et 19 ans. 2 générations, une même passion. Ils allaient ensemble en montagne, ils avaient froid ensemble, ils surmontaient les itinéraires ensemble, et ils sont morts à 10 mètres l'un de l'autre. Alexeï laisse une jeune épouse. Elle a écrit sur les réseaux sociaux « Tu seras pour toujours dans mon cœur ». Quelques mots. Que dire de plus? Vladimir laisse une femme et une fille adulte. Son statut sur les réseaux sociaux disait « Les montagnes appellent ». Il a répondu. Et il est resté dans les montagnes pour toujours. Maintenant, cette phrase résonne différemment. Non pas comme une devise, mais comme une épitaphe. Une histoire triste. Et la conclusion, ici, n'est probablement qu'une seule. Préparez-vous pour les randonnées simples exactement comme vous vous préparez pour les difficiles. La montagne ne fait pas de distinction entre les experts et les débutants. La montagne est simplement là, et nous venons lui rendre visite. Et nous ne revenons pas toujours.